J'appelle sur scène les gens qui vont parler. Je ne fais faire que modérer. Thomas Friedberger, qui est le directeur général adjoint de Tikehau Capital et qui est un ami inflationnista. On a des sujets avec Thomas à chaque fois sur l'inflation. Je pense qu'il gagne pour l'instant. Benjamin Guignot, qui est cofondateur et CEO d'Ornica et qui va nous faire une révélation aujourd'hui. Il va nous expliquer comment on peut gagner de l'oseille avec son appartement sans ne pas l'habiter, enfin sans le quitter. Jean-Laurent Granier, président directeur général de Generali France. Je travaille pour Allianz et pourtant je suis très heureux de t'avoir, Jean-Laurent. François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agir Arco. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci vraiment. On vous attendait plutôt dans la rue. Et Delphine Damazirt, ma très chère copine, qui est directrice Damarzit, merci, directrice générale de Renex Paris. Parce que je l'appelle Delphine. Une introduction en 3 mots. Asseyez-vous comme vous voulez, voilà. Prenez vos micros, prenez votre verre. L'année dernière, on avait fait une session qui s'appelait « Comment financer la retraite ». Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui démontre qu'on a été entendu. Donc tout ce que vous allez dire aujourd'hui sur comment financer sa retraite pourrait donner lieu à un carnet de chèques ouvert de Bruno Le Maire pour avoir plus d'argent à la retraite. Faites très attention à ce que vous dites aujourd'hui, puisque l'année dernière, on avait parlé notamment de cette réforme paramétrique. Je crois qu'on ne veut pas parler des choses qui fâchent, donc on n'avait pas forcément envie de parler de cette magnifique réforme qui, à mon avis, n'est que un tiers de l'histoire, peut-être un quart de l'histoire. Mais pour faire le lien avec cette session et pourquoi c'était important pour nous de parler de comment financer sa retraite, on a beaucoup échangé dernièrement sur la retraite. Vous avez vu que les épidémiologistes spécialistes de la Russie sont devenus spécialistes de la protection sociale sur les plateaux télé. C'était un grand moment d'éducation financière pour moi de voir tous ces gens nous expliquer la retraite et dire des bêtises à longueur de temps sur les plateaux. Il y a eu d'ailleurs ce chiffre fameux, 25% des gens qui partent à la retraite sont au chômage. Enfin, c'était génialissime en fait de voir combien les gens sont très mal informés sur leur retraite, mais qu'en plus les Français continuent d'être très audacieux quant à leur ignorance et qu'ils sont ravis de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle on voulait parler de sa retraite, c'est parce que la réforme, en fait, c'est une réforme qui sert à la soutenabilité de notre système de retraite. Encore une fois, je serais ravi de répondre aux questions sur pourquoi ça ne marche pas totalement, mais c'était sur la soutenabilité. Or, quand on fait des réformes de système de retraite, j'en ai fait des plus ou moins fameuses à Trinidad et Tobago quand j'étais à la Banque mondiale. Donc, je peux vous dire que ça n'a pas très bien marché. Mais ce qui est important, c'est la générosité de la retraite. C'est-à-dire que quand on regarde les systèmes, au-delà de la soutenabilité du système de retraite, ce qui est important, c'est ce décalage entre la vie d'actif et la vie de retraité sur le pouvoir d'achat, sur le revenu. Et donc, comment on fait très tôt pour se responsabiliser sur son épargne, qui est un gros mot en France, puisque la plupart des gens, c'est pour ça que je parlais de l'ignorance collective sur la retraite, on ne sait pas qu'on a une énorme fonction d'épargne qui est, et François-Xavier nous en parlera, ce qu'on épargne tous malgré nous ou envers nous depuis des années. Et donc, on voulait parler un petit peu de ça, c'est-à-dire que c'est un environnement économique particulier en ce moment. Il y a un peu plus d'inflation, il y a des coûts de financement, des prêts immobiliers un peu plus élevés, il y a des marchés financiers qui sont un peu plus volatiles. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ces effets richesse. Et donc, on a des invités aujourd'hui qui vont pouvoir nous parler et de pourquoi financer sa retraite, ça commence très tôt. Quels sont les paramètres de ce financement de la retraite? Et surtout, essayer de parler un peu de quelques solutions d'éducation financière, de système, de transparence et bien d'autres sujets. Donc, restez avec nous, on a 1 heure. Et donc, je vais rejoindre nos invités à la table. Merci encore de votre attention. Alors, je commence... je vais commencer sur cet environnement macroéconomique parce que financer sa retraite, c'est s'assurer quelque part qu'on a assez d'argent pour maintenir une forme de niveau de vie. Et donc, je voulais commencer avec Thomas. Je rigolais en introduction. On a beaucoup échangé avec Thomas sur l'inflation. Les banques centrales sont en train de faire le gros du job.
mais je sais que tu as été un des premiers à parler de cette inflation résiduelle de la démographie ou de la fin du dividende démographique, de la décarbonation et aussi de la fragmentation, de la démondialisation. On parle souvent des 3D. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Les nouveaux pauvres », qui est publié aux éditions du CERF et d'Ano Kuanatan, qui parle un petit peu de cette question en fait, des revenus financiers et de ce que l'inflation et l'environnement dans lequel on est aujourd'hui changent. Thomas, tu veux parler un petit peu de l'environnement dans lequel on épargne aujourd'hui? Est-ce qu'il a beaucoup changé entre 2020, qui n'était pas il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui? Merci Ludovic de ne pas me poser de questions sur la retraite parce que je suis très loin d'être un spécialiste et donc je ne me mettrai pas, contrairement aux autres, mes collègues panélistes, de donner mon avis là-dessus. C'est un sujet que je maîtrise mal, mais effectivement sur ce sujet-là, on en a parlé ensemble. Et puis effectivement, chez Tikehau, on est pour le coup spécialisé dans l'investissement de long terme, donc on est obligé de tenir compte de ces tendances de long terme. Et c'est vrai que l'inflation, notre conviction en tout cas, c'est qu'il faudra en tenir compte dans les décennies à venir, ce qui n'était pas forcément le cas des décennies passées, pour des raisons au-delà de l'inflation cyclique dont on peut parler une minute si tu veux, mais de raisons structurelles. Et c'est ça qui nous avait amené il y a quelques années à dire que l'inflation revenait. On ne pensait pas que ça reviendrait dans ces proportions-là et avec cette violence-là, mais ces raisons structurelles, c'est des raisons démographiques, donc le fait que la population mondiale en âge de travailler, et je parle sous ton contrôle parce que je ne suis pas économiste et tu l'es, est en contraction depuis à peu près 10 ans. La population chinoise d'ailleurs, qui a doublé la force de travail dans le monde en 2001 lorsqu'elle est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, en fait, se contracte aussi. La population totale d'ailleurs se contracte aussi, puisque hier hier c'était une journée historique, puisque la Chine n'est plus le pays le plus peuplé au monde, c'est l'Inde, et la Chine a perdu 850 000 citoyens entre 2021 et 2022, c'est-à-dire que la population chinoise totale s'est contractée pour la première fois depuis 1960 et la boucherie du Grand Bond en avant. Là, c'est pas pour des raisons de guerre. Donc tout ça est plutôt inflationniste à notre avis, parce que quand vous prenez le chinois moyen, bon, il a 38 ans aujourd'hui, l'enfant unique a quitté le foyer parce qu'il est âgé de plus de 20 ans. Il y a 2 salaires en général par foyer en Chine, puisque le taux de travail des femmes est très élevé. Et donc vous avez des gens qui non seulement sont montés sur l'échelle de l'augmentation salariale, mais qui en plus ont 2 salaires à la maison, pas d'enfants à charge, et donc qui se transforment en consommateurs. Et ça, c'est plutôt inflationniste pour le monde et c'est des effets très longs. Puis ensuite, il y a le mix énergétique, effectivement, qui a été accéléré par la guerre en Ukraine, qui fait que l'accès, on a beaucoup parlé de l'effet inflationniste des énergies renouvelables et de la transition énergétique qui est un fait, mais de l'autre côté, le pétrole et le gaz de schiste, par exemple, qui était une source d'énergie très peu chère pour les États-Unis pendant des décennies, enfin pendant plutôt une quinzaine d'années, vont l'être un peu plus, puisque pour des raisons géopolitiques, les États-Unis ont décidé de plus exporter, mais ils vont vendre ce gaz particulièrement plus cher à l'Europe, et donc ça sera aussi plus cher pour leur économie à eux. Donc ce qui a été un avantage compétitif très fort pour l'industrie américaine le sera un petit peu moins, et puis l'accès au gaz russe qui n'était pas très cher pour l'Europe, c'est un peu fini aussi. Donc le mix énergétique mondial est plutôt inflationniste. Puis après, il y a la force de la devise chinoise structurelle qui résulte du fait que la Chine veut, c'est une de ses 3 priorités, on va dire, être moins dépendante du dollar américain. Pour ça, il faut que leurs partenaires commerciaux s'endettent et commercent dans leur devise à eux. Et pour ça, ils ont besoin d'une devise forte et crédible, ce qui explique le dégonflement de cette bulle du crédit en Chine, un petit peu moins, on va dire, assisté que d'habitude. Et cette force du renminbi, la faiblesse du renminbi a été très déflationniste pour le monde dans la première partie de ce siècle. Et désormais, on aura probablement une devise chinoise un peu plus forte. Et puis, effectivement, la mondialisation, comme tu le disais, la démondialisation, ça c'est assez intuitif, sera un peu plus inflationniste, puisque ces 35 ans de baisse continue des taux et de mondialisation ont quand même permis aux entreprises d'optimiser beaucoup de choses. L'endroit où ils produisent, l'endroit où elles payent leurs impôts, les coussins de capitaux propres avec lesquels elles opèrent, et ça, c'est un peu terminé. Donc, la dominance de la résilience sur l'efficience, donc l'inverse de ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, est plutôt inflationniste, puisque les entreprises vont devoir opérer avec des coussins de capitaux propres plus élevés, produire dans des endroits où c'est plus cher, payer leurs impôts là où ils font du business et pas ailleurs,
Et donc tout ça fait qu'on aura probablement à vivre pendant assez longtemps avec une inflation. Alors ça ne sera pas 10%, je ne sais même pas si ça sera 5%, j'en sais rien. Et encore une fois, je ne mesure pas ça, mais je pense qu'intuitivement, on peut dire que les taux négatifs sont plutôt derrière nous et qu'il faudra tenir compte de ça quand on pense à sa retraite. Donc, un peu plus d'inflation, un peu plus de pression sur le pouvoir d'achat du salaire. Donc un besoin d'activer son épargne, pour ceux qui peuvent épargner, un besoin d'épargner et d'activer son épargne. C'est un peu l'objet de cette table ronde, c'est-à-dire de se dire l'environnement dans lequel on est a changé, et donc on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers lorsqu'il s'agit de préparer sa retraite. Et du coup, François-Xavier, quand on est l'Agirc Arrco, qu'on croit beaucoup à l'effort d'équité collective que représente le système par répartition français. Moi, je sais aussi que vous faites beaucoup d'efforts et je vous en remercie parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Je vais raconter une anecdote, je suis désolé, mais ma mère a pris sa retraite cette année. Je vous avais parlé d'elle déjà l'année dernière, je crois. C'est un sujet, vous savez. Bref, je peux. Pour savoir exactement si elle avait ses trimestres et combien elle allait toucher, c'était quand même un parcours du combattant. Et je crois que vous êtes en train de faire des gros efforts sur la simulation de retraite. Et donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce besoin de transparence sur combien on va toucher à la retraite, mais aussi sur comment vous voyez cet effort. Enfin, la France est un pays extrêmement hybride lorsqu'il s'agit du système de retraite. On n'a pas un vrai pilier 1, pas un vrai régime général de répartition entre les actifs et les seniors. Par exemple, le fait que les régimes spéciaux ou que les fonctionnaires ne contribuent pas au régime général, on va dire celui qu'on cherche à équilibrer aujourd'hui, c'est quand même une spécificité en fait en France. Donc, je sais que vous croyez beaucoup à ce système. Je sais aussi que vous faites beaucoup d'efforts pour rendre le système des complémentaires et le système de la retraite au sens large beaucoup plus transparent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce que c'est important de voir comment les institutions, quel type d'efforts les institutions font pour que les gens puissent financer leur retraite? Parce que c'est vraiment ça le sujet. Merci de me donner l'occasion de présenter un peu ce que nous faisons, mais ce que nous faisons pas celle-là. Moi, je dis souvent en retraite, la question de tous les Français, mais même de tout le monde, c'est quand et combien. Quand est-ce que je pourrais partir en retraite et combien je recevrai? Donc c'est la raison pour laquelle on a essayé. Vous êtes d'accord qu'on a beaucoup parlé de quand depuis un mois? Mais assez peu du combien. Et si vous voulez, moi c'est ce que j'ai fait passer comme message aussi, c'est que je pense que l'une des difficultés aujourd'hui, y compris pour l'actualité, c'est qu'on ne sait pas répondre à la question du combien. Les personnes voient l'effort qu'on va leur demander de travailler plus longtemps, mais on ne sait pas mettre en face combien ils auront en plus. Parce que la caractéristique d'un régime de retraite, alors c'est encore plus vrai à l'Agirc Arrco quand on est un régime contributif comme le nôtre, où chaque euro cotisé en plus vous ouvre un euro de droit en plus. Et tout ceci du premier euro cotisé jusqu'à 8 plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire 340 000 euros de rémunération annuelle. Bon. Donc là, il y a un intérêt à agir. Et c'est pour ça qu'on a lancé, nous, un simulateur de retraite, dont on a eu 15 millions de simulations l'année dernière, parce que ça permet de répondre à la question quand et combien. Si je pars à tel âge, combien j'aurai? Tout régime de retraite confondu, tout régime obligatoire. Voilà. Je vous invite à aller le voir. Il est gratuit, il est personnalisé. Vous allez sur notre site internet, vous rentrez votre numéro de sécu, et nous vous dirons tout ce qu'on sait sur vous. Et vous verrez si votre carrière est complète, pas complète. Voilà. Mais au moins, ça vous permettra, en toute connaissance de cause, de pouvoir vous dire ce que le système de retraite obligatoire français vous rapporte. Et par rapport à ce que disait mon voisin à l'instant, la chance d'un régime en répartition, c'est que ça répond assez bien au risque d'inflation. Pourquoi? Parce que les recettes sont les salaires. Or, il y a un moment donné où il y a une forme de boucle salaire-prix. Moi, je le vois cette année, à l'Agirc Arrco, nous avons pu augmenter les retraites de 5,12%, en ayant deux boussoles à l'esprit. L'effet cumulé à 15 ans, parce qu'un régime, la retraite, c'est du stock. Et donc, est-ce qu'on sait financer à 15 ans l'effet cumulé? Et pour vous donner un ordre d'idée, pour nous, 5,12%, c'est 5 milliards d'euros d'engagement supplémentaire en année pleine. Donc, sur 15 ans, ça vous donne une idée, 75 milliards, sachant que les engagements qu'on gère pour les Français, c'est 3 200 milliards. Ça vous donne une idée de cela. Bon. Et donc, c'est ça. Et sachant qu'en France, cette année, enfin en 2002, en moyenne, les salaires ont augmenté de 4,8%. Et un régime en répartition, par construction, c'est le lien entre l'évolution des retraites, on pense à l'inflation, mais c'est aussi l'évolution avec les salaires. La solidarité entre les générations, c'est dans les deux sens, et c'est cet élément-là. Et donc, pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'on veut aller plus loin en matière d'épargne?
C'est effectivement d'abord, mais le système, qu'est-ce qu'il nous apporte? Premier élément. Le deuxième question, quand on pose la question, on a fait pas mal d'enquêtes auprès des plus jeunes. Souvent, ce que les plus jeunes disent, c'est moi, mon premier produit d'épargne, c'est mon logement. Je veux être propriétaire. On est une nation de propriétaires, ce qui pose d'autres questions par ailleurs, parce que ça pose des questions de mobilité géographique. Mais en tout cas, on voit que pour beaucoup de jeunes, l'accession à la propriété, qui est de plus en plus tard, c'est le premier élément de retraite. Il y a ce que apporte le système, et puis après, il y a aussi, je dirais, si on veut aller au-delà. Mais déjà, de pouvoir essayer de répondre, et c'est là ce qu'on essaie de faire, c'est de conjuguer la robustesse de la répartition, en fait, qu'on n'est nous pas un euro de dette, on a 70 milliards d'actifs, voilà. Et en même temps, l'approche servicielle, parce que la question, à la fin, ce n'est pas la retraite, c'est ma retraite. Comme dirait l'autre, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et à ce moment-là, ce n'est plus les moyennes qui intéressent les gens. C'est au vu de leur parcours professionnel, au vu de leur choix de vie, personnel, professionnel. Est-ce que, quand je prendrai ma retraite, est-ce que j'ai une mauvaise surprise? Est-ce que j'ai une bonne surprise? Les gens ont tellement entendu que les retraites allaient baisser. Non, les retraites ne vont pas baisser. C'est le taux de remplacement relatif. Et le problème, c'est qu'on a traduit un concept techno qui s'appelle le taux de remplacement par un montant nominal. Il n'y a pas de baisse des retraites. Pas de baisse des retraites. Au contraire, par rapport à ce que disait Sybille tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que le montant moyen des retraites progresse. Et pourquoi il progresse? Parce que les dames qui arrivent aujourd'hui en retraite ont des carrières complètes, ce qui n'était pas le cas de la génération précédente. Elles n'ont pas encore la même rémunération que celle des hommes, mais elles ont globalement des carrières beaucoup plus complètes. Après, elles ont des carrières plus plates. Et donc, le stock de niveau des retraites était de 1 200 €, le flux est de 1 600. C'est pour ça que le taux de pauvreté, aujourd'hui, il est chez les jeunes. Il n'est pas chez les retraités. Le taux de pauvreté chez les retraités, il est de 9%. Le taux de pauvreté chez les jeunes, il est de 25%. Simplement, on a souvent une vision un peu déformée de la réalité. Parce qu'on a la chance d'avoir un système aujourd'hui qui permet aux retraités d'avoir un niveau de vie qui est supérieur à celui des actifs. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, première fois, on est à 104%. Ce qui est plutôt aussi une originalité française quand on fait des comparaisons européennes. Quand on est en Allemagne, on est plutôt autour de 90%. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais ça veut dire aussi que voilà, on a un système, alors, comment il est viable dans la durée, ça c'est pas l'objet de votre question, mais en tout cas déjà d'où on part en termes de niveau de retraite, en matière de est-ce qu'on sait répondre au risque d'inflation, est-ce qu'on sait répondre à la question de la pauvreté, est-ce qu'on sait répondre à la question de la retraite des femmes. Voilà, il a son caractère contributif. Pardon, oui, effectivement, le micro est un peu loin de ma bouche. Pardon. Mais voilà, mais c'est juste pour essayer d'apporter des éléments ou d'aller, je ne sais pas si c'est à l'envers des idées reçues, mais déjà pour bien essayer de poser les termes. Je crois qu'il y a deux messages forts. Le premier, c'est ne pas jeter la retraite par répartition avec l'eau du bain ou aux orties. Je ne sais pas quelle expression est la plus adaptée, parce qu'on entend beaucoup qu'on est très taxé sur nos revenus, mais c'est une bonne protection contre l'inflation. Et la deuxième chose, c'est ce besoin de transparence, etc. Si vous permettez, dernier point, c'est aussi un bon rendement. Hein. Le rendement de la répartition aujourd'hui, enfin moi, à l'Agirc Arrco, le rendement qu'on garantit, c'est en facial 5%. Du point de vue d'un salarié, c'est plutôt 10%. Pourquoi? Parce qu'un régime obligatoire par répartition, il est cofinancé par l'employeur. Donc quand je vois aujourd'hui l'effort qui est apporté par chacun des salariés, le complément, globalement, c'est 60-40. 40% salariés, 60% employeurs. Donc, si je raisonne par rapport à votre question, le bon conseil que je peux donner, mais la chance, c'est que c'est obligatoire, cotiser à l'Agirc Arrco, parce que c'est un bon produit d'épargne. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les entreprises qui vont faire la mendicité à Bercy. Elles ne sont pas là aujourd'hui. Parce que sinon, elles seraient venues vous voir pour vous dire qu'il faut baisser les cotisations employeurs parce que ça les empêche d'exporter, d'investir, etc. Donc, vous êtes en terrain conquis ici et d'embaucher. Voilà, c'est ça. Je passe à Christophe Barbier, Jean-Laurent Granier. Bien vu, oui. Je l'ai, comme on dit. Je saute, Benjamin. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'il a une annonce à faire et qu'on a parlé du patrimoine immobilier. Mais pourquoi je passe à Jean-Laurent? Parce que Generali est sur les complémentaires retraites depuis 1967. Tu vois, je regarde la concurrence. C'est un sujet qui est, à mon avis, pas du tout discuté ou pas assez discuté. Je sais aussi que vous avez votre agrément pour les fonds supplémentaires de retraite, qui est un acronyme barbare que je n'utiliserai pas. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi c'est important de préparer les complémentaires retraite? Il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont été assénés de lois, les lois Pacte, les lois Sapin II, qui ont changé énormément l'environnement des complémentaires retraite. On a
assez régulièrement maintenant de gens qui nous démarchent en nous disant vous pouvez mettre ce montant-là dans votre complémentaire, c'est défiscalisé, etc. Pourquoi c'est important pour dynamiser peut-être ce qu'on a à la retraite, combien on peut préserver de pouvoir d'achat à la retraite, comment ça fonctionne, c'est quoi les enjeux, pourquoi c'est si majeur pour financer sa retraite que de multiplier, parce que maintenant, vous pouvez en ouvrir beaucoup, les complémentaires retraite. Merci beaucoup, Ludovic. Et donc, je crois que c'est majeur et c'est important parce que c'est une manière de combiner solidarité et liberté. Et juste une incise en introduction pour dire qu'en France, on aime bien les guerres de religion dogmatiques. Donc, pendant un temps, il y a eu la guerre de la répartition et de la capitalisation. Vous noterez qu'aujourd'hui, on entend tout ce que la France compte de leaders politiques, syndicaux. Personne ne parle plus de la guerre de religion entre capitalisation et répartition. Parce qu'à l'origine, lorsqu'on poussait pour introduire une dimension capitalisation, on disait c'est pour mettre à mal la retraite par répartition. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et on voit que la retraite par répartition fonctionne. Et l'Agirc Arrco en est la meilleure démonstration parce qu'en plus, l'Agirc Arrco a fait sa révolution copernicienne, ce que n'a pas fait le régime général de l'État, sans parler des régimes spéciaux. Et donc la répartition fonctionne, mais la répartition conduit, pour plein de raisons, notamment démographiques, mais pas que, aussi pour des raisons de charges sociales, parce que les entreprises ont raison de considérer que les charges sociales trop élevées pénalisent la capacité à embaucher, ça pénalise aussi la capacité à augmenter les salaires au passage et le pouvoir d'achat. Et donc la retraite par répartition amène à un taux de remplacement qui, même s'il est constant, est en tout cas strictement inférieur à 1. Et suivant les niveaux de revenus, suivant les professions, il se situe entre 20, 30, 50, 60%, mais en tout cas, il est très inférieur à 1. Et donc, combiner cette solidarité organisée par la répartition avec la liberté et la capacité à décider soi-même, en fonction d'une opération d'épargne, combien on va pouvoir contribuer pour avoir à la retraite un revenu supplémentaire et donc un meilleur pouvoir d'achat ou un meilleur taux de remplacement, c'est là tout l'objet de tous les systèmes de retraite complémentaires. Je veux dire qu'en France, il y a eu des réformes de la retraite très intelligentes. Il y a eu la création et l'amélioration de l'article 82 et puis de l'article 83. Il y a eu la loi Madelin et puis il y a eu le PER dans le cadre de la loi Pacte qui est venu rajouter, je dirais, parachever l'existence de ces outils qui permettent d'organiser la liberté d'épargne. Vous savez, les Français en plus aiment épargner. On le voit, dès qu'il y a de l'inquiétude, les livrets A se regonflent, même quand le taux est très faible. Hein, ça s'est vu pendant le Covid. Les taux étaient quasiment nuls et pourtant les livrets A se gonflaient. Donc les Français aiment épargner et le fait de leur permettre d'aller dans le bon sens de cette épargne, c'est-à-dire à la fois de préparer leur avenir et donc leur pouvoir d'achat futur, le fait de leur permettre de mettre leurs ressources d'épargne au service de l'économie, et c'est à ça que servent les PER, et le fait de leur permettre de choisir individuellement à quel niveau ils font l'effort et pendant combien de temps. Il est clair qu'il est préférable de faire l'effort pendant 20 ans ou 25 ans, compte tenu de l'espérance de vie à la retraite. Ça permet d'augmenter à due concurrence son revenu de remplacement. Il est mieux de commencer tôt, mais c'est un élément de liberté qui a été renforcé par la loi Pacte, puisque désormais, vous le savez, on peut choisir en fonction de sa situation personnel aussi de ses besoins, dans ses goûts de vie et dans sa fonction d'utilité, comme disent les économistes, de décider si on prend la rente, si on prend les arrérages de rente ou bien si on prend le capital en sortie de l'opération de retraite. Au passage, les assureurs vie, notamment l'assurance vie, a été toujours et depuis des décennies le véhicule qui a permis d'organiser cette liberté et de structurer cet effort d'épargne. Alors, chez Generali France, nous sommes des spécialistes de ce marché-là depuis le début. Je veux dire, depuis le début, le fait de s'être porté sur l'article 83, sur la loi Madelin quand elle a été créée au milieu des années 90, et puis plus récemment sur le PER, c'est une philosophie, c'est aussi lié à notre clientèle qui est beaucoup composée d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales, mais désormais le PER est ouvert à tout le monde. Et puis il y a des outils qui ont été prévus, et ça c'est heureux, à la fois par la loi Pacte, j'en parlais, mais aussi par l'Europe, puisqu'il existe des véhicules adaptés, les fonds de retraite professionnels supplémentaires. On vient d'en créer un chez Generali France, qui doit être le troisième du marché. Je ne sais pas si ça veut dire que j'ai trop parlé ou que j'ai dit un mot qui était
qui était interdit parce que j'ai pourtant pas employé l'acronyme FRPS. Bref, on a créé une société qui s'appelle Generali Retraite, qui a 20 milliards d'encours et qui a 350 000 clients et futurs bénéficiaires et 80 000 entreprises. Et donc, avec ce FRPS, qui est un des 3 plus gros du marché, bien, on peut mettre en musique, si je puis dire, cette démarche qui permet de constituer une épargne retraite qui va venir s'ajouter au système de répartition. Et bien, donc, combiner la capitalisation avec la répartition. Ça a plein de mérites. Je veux dire, mes 2 copanélistes qui ont parlé auparavant ont parlé du long terme et de mettre l'argent au service de l'économie. On parlait de l'inflation et du rendement de tout ça. Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour permettre de mettre de l'argent au service de l'économie sur le long terme, et on en a besoin pour financer l'innovation, la transition énergétique, les infrastructures. Et c'est pour ça que nous, on pousse beaucoup à l'investissement dans les actifs réels, parce que les actifs réels, ils ont cet intérêt de protéger contre l'inflation, puisqu'ils sont connectés au monde réel, ils ne sont pas liés aux fluctuations d'un marché qui peut avoir des réactions erratiques, on le voit avec les taux d'intérêt aujourd'hui. Et puis d'autre part, ils permettent de faire des choses réelles. Voilà. Pour avoir une économie digitale, on a besoin d'avoir des câbles, on a besoin d'avoir des infrastructures. Pour avoir la transition énergétique, on a besoin d'avoir des nouvelles sources d'énergie, on a besoin d'amener cette énergie à l'endroit où on la consomme. Bref, on a besoin d'avoir des actifs réels. Mais pour constituer des actifs réels, ce n'est pas des investissements à 2-3 ans, on met l'argent puis on le retire, qui va permettre de le faire. Non, il faut être capable d'avoir une vue longue. Et les produits d'épargne retraite par capitalisation, les PER aujourd'hui, qui ont eu le mérite dans la loi de rassembler tout ce qui existait avant, c'est ce qui permet d'avoir une vue longue dans l'investissement, c'est ce qui permet d'éviter d'être soumis à des aléas de court terme, des comportements de population. Et je salue le fait, parce qu'on critique souvent les réglementations, que la réglementation européenne, à travers le système des FRPS, donc de ces fonds de retraite supplémentaires, n'a pas appliqué les contraintes de solvabilité 2, c'est-à-dire les contraintes prudentielles qui limitent la capacité à investir à long terme, et rester dans un cadre mieux connu, qui est celui de solvabilité 1, en disant, comme on est sur une épargne stable, comme on est sur de l'investissement de long terme qui va créer de la valeur, il y a moins, entre guillemets, de danger systémique, moins de danger pour le système, et donc on peut se permettre d'avoir un système prudentiel moins lourd, plus simple, et qui donne plus de liberté aux assureurs, aux investisseurs, alors même qu'ils organisent la liberté des épargnants pour préparer leur retraite future. Voilà. Un mot pour compléter, pour dire, on est un pays extraordinaire. La réforme des retraites, celle dont on parle là, ces jours-ci, elle est destinée à sauver le système par répartition qu'on accusait les capitalistes ou les assureurs par capitalisation de vouloir détruire. Et puis on a les mêmes, ou en tout cas les idéologues que dans ce pays est fécond, qui défilent pour essayer d'empêcher le système qui est là pour permettre à la retraite par répartition de durer. Donc finalement, on ne sait plus très bien où on en est, mais c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, on entend beaucoup de sottises là-dessus. Malheureusement, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, et le fait que le Club Landois, qui s'occupe de l'inclusion des seniors dans la société, inclusion à la fois avec une vision de ce qu'ils apportent à la société, de ce qu'ils pourront apporter, mais aussi le fait pouvoir le faire dans des conditions décentes, dans des conditions économiquement préparées, ben c'est un vrai enjeu pour notre société. On le disait ce matin, c'est un enjeu de compétitivité, pas simplement un enjeu de société et de bien-être, c'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de fonctionnement de la société. Et donc on a là beaucoup d'outils, et si on est tous d'accord, et je crois qu'ici on l'est, pour les utiliser de façon pertinente, il y a, je crois, beaucoup de raisons d'être confiant. Voilà. Merci. Alors, du coup, juste une petite question de rebond. L'assurance vie se porte plutôt très bien, il faut le dire aussi. C'est-à-dire, au-delà, vous, il y a 2 niveaux chez Generali qui vous intéressent. Il y a les PER qui ont des obligations d'État, qui ont des actions, ces fameuses unités de compte ou ces fonds euros. On va parler avec Delphine de la bourse parce que c'est cette martingale sur le financement de l'économie française aussi, mais sur les assurances vie et sur les taux et sur les obligations, il y a plutôt une année sympa ou des années sympas qui s'ouvrent, c'est-à-dire ces taux qui remontent. C'est bien sûr un sujet pour les conditions de financement, mais quand on est assureur vie comme vous, comme nous, c'est quand même un bon moment pour offrir des rendements assez bons à nos clients et donc collecter de l'épargne qui soit dynamisée. Donc il faut rappeler ça aussi parce que c'est important que les gens sachent qu'il y ait ces produits. Les Français adorent l'assurance vie, je le rappelais, mais en particulier après ce qui s'est passé en 2022, conjoncturellement, c'est plutôt un endroit où on
pourrait remettre de l'épargne si on en a en 2023? Très clairement, l'environnement y est favorable. Ce qui est mauvais pour l'épargne et pour l'assurance vie, je dirais, c'est ce qui pourrait être mauvais. On sort d'une période bizarre. C'est l'absurdité des taux négatifs. Ça, c'est très mauvais. C'est un non-sens économique et un non-sens productif, puisqu'on inverse les valeurs. La deuxième chose qui est mauvaise, c'est les mouvements brutaux. Donc, il est bien que les taux soient remontés. Néanmoins, je dirais qu'il faut quand même que sous l'action de tous les acteurs économiques, banques centrales comprises, on arrive à un élément de stabilité, parce qu'avoir des taux comme la dette française, dont les taux, c'est pas toi qui es économiste qui me dira le contraire, bougent de 60 centimes en 15 jours, alors qu'on considère normalement qu'un mouvement de 20 centimes sur 1 ou 2 ans, c'est quelque chose qui est plutôt la moyenne, ça crée une volatilité qui n'est pas bonne, et notamment une volatilité sur la valeur des actifs obligataires, dont il faut forcément avoir une part significative quand on fait de l'assurance vie. Donc, à cette réserve près de la brutalité des mouvements sur les taux, oui, je pense qu'il y a des belles heures qui s'ouvrent pour les épargnants et pour l'assurance vie, à condition, et c'est la règle d'or, et je m'arrête là, de diversifier. Et nous, notre credo, c'est 3 tiers, 1 tiers de produits de taux ou de fonds euros, si on veut, 1 tiers d'actifs réels, et puis d'un tiers d'actifs un peu plus dynamiques et spéculatifs, si on veut. Merci Jean-Laurent. Du coup, je passe la parole à Delphine qui dirige Euronext. Donc, c'est la bourse. Et c'est important de parler de la bourse aujourd'hui parce que les Français ont retrouvé une forme d'intérêt pour les investissements en bourse. Je sais que pour toi, c'est très important de dire que la bourse, c'est aussi un véhicule d'épargne retraite dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une dynamisation de son épargne. On peut, par la même occasion, contribuer au développement de nos entreprises. Est-ce que tu veux nous parler de ces 2 aspects? Donc, la bourse comme véhicule d'épargne retraite, mais aussi pourquoi c'est une boucle macro gagnante, tout ça? Donc, Euronext, notre job, c'est de faire se rencontrer ceux qui ont des projets et pas d'argent, ceux qui ont de l'argent et d'autres projets que de monter une entreprise. Et ce faisant, donner accès aux particuliers, aux épargnants en général, au capital des entreprises qui, si on ne passe pas par la bourse, est fermé. C'est-à-dire qu'il faut connaître quelqu'un pour rentrer au capital d'une entreprise non cotée. Il peut y avoir maintenant des moyens qui se développent pour y accéder, mais c'est quand même assez marginal. Et donc, si vous êtes monsieur quelconque et madame Michu, pour rentrer au capital d'une entreprise, c'est plus simple si celle-ci est cotée. On opère cette bourse européenne, on cote, on liste, comme on dit chez nous, un peu moins de 2000 entreprises pour 6,3 trillions de capitalisation. Et à Paris, il y en a environ 800. Donc l'investissement en direct en action, il est assez limité en France. Sur 6 trillions d'épargne, il y en a en produits de taux, y compris les comptes courants, 3,7. Le reste, on va dire, instruments de fonds propres. Et seulement un peu plus de 300 milliards d'investissements directs en actions. Heureusement, il y a des actions dans des fonds communs, dans les unités de compte, etc. Pourquoi c'est important? Parce que on repart sur les biais cognitifs de tout à l'heure, et les biais cognitifs des Français, l'aversion au risque. Et le paradoxe, c'est qu'on a un régime de répartition qu'on sauve régulièrement, donc il tient. Donc on a une base garantie assez forte. Donc les Français devraient, dans leur épargne complémentaire, prendre des risques encore plus naturellement parce qu'ils ont un socle. Et le paradoxe, c'est que comme on leur a enseigné la prudence par tous les bouts, ils vont avoir un biais qui est de ne pas prendre assez de risques. Et alors ce biais, je réagis à ce que disait tout à l'heure Sybille, il est aggravé pour les femmes. Il y a une notion de réfractaire au risque, des gens qui répondent, vous leur dites est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques pour votre épargne? Ils comprennent qu'il y a un couple risque-rendement, mais ils répondent non. C'est 42% en moyenne et 59% pour les femmes. Donc la femme, tu disais, les femmes tiennent le budget, mais elles tiennent le budget du foyer, elles expriment la prudence. Et c'est plutôt monsieur qui va faire les placements. Et pour l'instant, plutôt heureusement, mais enfin, il faut que ça se diffuse parce qu'il faut bien sûr être prudent. Mais il faut tenir compte du fait qu'on a ce socle de répartition. Et il faut tenir compte d'un certain nombre de biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on commence trop tard à épargner et on ne prend pas assez de risques. Et on va demander des produits garantis. Alors j'ai un grand respect pour l'assurance vie en euros a joué un rôle extraordinaire, mais entre l'ouverture du livret A à la naissance, la passion pour le compte courant, le développement de l'assurance vie avec son intérêt fiscal et l'éducation initiale qui était quand même le fonds en euros,
avec sa grande qualité de garantie. Alors, on est basculé vers le fonds ONUC, mais il est resté quand même derrière l'idée que tout ça, c'était garanti. Il revient. Les comptes, c'est... Bon, mais donc les gens ne prennent pas assez de risques. Or, il y a des classes actives quand même qui offrent le rendement. Et ce qu'il faut, c'est évidemment, il y a deux choses à faire. Ne pas rentrer au mauvais moment, si possible, parce que quand on rentre effectivement en bourse dans des moments très hauts, c'est compliqué d'obtenir le rendement de long terme qu'on vous promet. Et il faut rester longtemps. Et pour ne pas rentrer au mauvais moment, il y a un moyen très simple, qui est d'investir régulièrement. Voilà, c'est deux conseils. Et puis, il faut pas... parce que comme vous gérez tous plein d'argent, je pense que les gens voudront les conseils gratuits. C'est bon. Comme vous gérez tous plein d'argent, à la fin, je vous demanderai les conseils gratuitement pour la salle. Stay tuned. D'accord. Bon, alors moi, c'est le moment commercial. Donc, merci. Tu as défriché le sujet. Alors, j'étais non, mais c'est important. Investir régulièrement et investir. Et donc, là, je boucle la boucle parce que j'ai dit l'investissement direct, c'est bien. C'est bien aussi pour s'éduquer à une histoire d'entreprise. Donc, évidemment, chez Euronext, on le promeut fortement et on est très content d'avoir vu les particuliers revenir en bourse. Néanmoins, c'est important que les systèmes collectifs, qui soient à travers des produits qui sont un peu recommandés, individuels comme les PER individuels ou collectifs d'entreprise ou sur collectifs ou complémentaires ou tout ce que vous voulez, ceux-là vont entraîner davantage les bons réflexes. Et il y a notamment l'épargne salariale qui permet justement à l'entreprise de faire du nudge, de l'éducation régulière. Voilà. Alors cela dit, tu me poussais aussi sur le deuxième sujet qui est pourquoi ça compte donc pour les gens évidemment individuellement à travers la classe d'actifs actions, soit détenue en direct, soit suffisamment présente dans les outils d'épargne retraite. Et ça implique que prudentiellement, il y ait la place. Donc ça, c'est possible pour le PER. Et ça, c'était, donc, je ne sais pas quel mot j'ai prononcé, on ne sait pas. Chaque fois qu'on prononce un acronyme. Voilà. Et il y a l'autre sujet qui est que c'est une boucle favorable. Non, on n'a pas 5 minutes, vous avez pris trop de temps à parler des femmes, là. Donc, on a jusqu'à 17-15, on a encore 15 minutes, vas-y. Mais moi, j'aurais fait mon show complet. Donc, il y a une martingale qui doit se créer. Qui est que dans l'autre phénomène, à part ces biais cognitifs des Français qui ne prennent pas assez de risques, la conséquence aussi, c'est qu'à la fin, donc, ils ont moins de rendement sur leur épargne. Ils ont moins de rendement sur leur épargne, donc parce qu'ils n'investissent pas assez dans les entreprises. S'ils investissaient plus et comme ils n'investissent pas suffisamment dans les entreprises, il y a moins d'entreprises. Il y a moins d'entreprises cotées. Les entreprises cotées peuvent regarder ailleurs où il y a plus de bassins d'épargne. Et on rentre dans une boucle défavorable. Il y a un exemple très intéressant qui sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont des fonds de pension. Donc normalement, c'est le nirvana. Et pendant des années, les épargnants néerlandais, avec leurs fonds de pension, comme ils avaient une base d'entreprise trop étroite, finalement regardaient ailleurs et investissaient massivement aux États-Unis. Et c'est ça ce que Euronext cherche à régler, c'est en fédérant nos marchés, en offrant des entreprises qui ont la taille sur plusieurs marchés. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un petit pays européen. Vous avez des entreprises que vous connaissez avec votre biais cognitif, mais bon, elles ne tiennent pas la route macroéconomiquement, on va dire. Donc vous regardez ailleurs. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un marché où vous avez suffisamment d'offres attrayantes pour que les épargnants soient stimulés pour y aller. Pour que ces entreprises soient là, il faut qu'il y ait de l'épargne. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui compte. Donc, à la fin, si on n'y prend pas garde, on a un système dans lequel nos entreprises sont sous-financées, nos épargnants ont moins de rendement. Et la solution, pour nous, ça ne doit pas être de recommander à nos épargnants d'aller investir sur les entreprises américaines. C'est bien d'avoir un mix géographique. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il ne faut pas fuir son pays. Donc on doit travailler là-dessus collectivement. Et donc il y a à la fois la dimension micro-individuelle et la dimension macro et collective. Et je ne vais pas opposer l'investissement direct, comme vous l'avez vu, avec l'investissement collectif. Et on reviendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si on a un deuxième round sur le... Je pense qu'on aura le temps, bien sûr. L'épargne salariale. Merci. Donc, sur long terme, les actions, ça rapporte beaucoup, mais il y a un truc qui rapporte aussi beaucoup et dont les Français sont très friands, c'est l'immobilier. Donc, je voulais parler avec Benjamin, qui est très connu pour être monsieur permis de conduire. Mais qui aujourd'hui, tu es fondateur d'Ornicar. Peut-être que la meilleure façon de financer sa retraite, c'est d'être entrepreneur, c'est la Startup Nation. Mais aujourd'hui, tu es venu nous parler de Scarlett, je crois. Oui, merci beaucoup en tout cas de me laisser la parole. Alors moi, ça se voit à ma tenue vestimentaire, je suis un entrepreneur. Et par définition, un entrepreneur, j'ai beaucoup moins de connaissances que tout ce qui a été dit ici, mais j'ai de très fortes convictions. Et d'ailleurs, non, je ne dis pas que vous n'avez pas de conviction, j'ai dit que j'ai beaucoup moins de connaissances que vous. Et d'ailleurs, si j'avais toutes ces connaissances, j'entreprendrais jamais. Jamais je me serais tapé ce que j'ai fait sur le permis de conduire, à savoir 23 procès contre toutes les organisations professionnelles du secteur, etc. Et donc là, je repars sur un autre marché qui, après m'être battu pendant 10 ans
sur le pouvoir d'achat des jeunes, donc des moins de 25 ans. Je veux maintenant consacrer certainement les 10 prochaines années au pouvoir d'achat des plus de 60 ans, que je me garderais bien d'appeler senior, silver economy ou tout autre qualificatif. Et voilà, moi aujourd'hui, une de mes convictions, donc, c'est qu'à 60 ans, quelqu'un qui a eu 60 ans en 2022, c'est quelqu'un de totalement différent que quelqu'un qui a eu 60 ans en 2010. C'est-à-dire qu'entre-temps, alors je vais faire des clichés parce qu'encore une fois, peu de connaissances, de grosses convictions. On a mangé beaucoup plus de salade, on a fait beaucoup plus de sport, on fume moins, on picole moins et on va beaucoup plus voir l'ostéo, etc. Bref, on a 60 ans et on est en pleine forme physique. On est en pleine forme physique, mais il y a un problème. C'est qu'on arrive à 60 ans avec donc de la liberté, enfin 60, 62, 64, on verra. Liberté professionnelle, liberté parentale, nos enfants a priori sont à peu près autonomes. Et donc c'est certainement le plus bel âge qu'on puisse avoir, puisque c'est l'âge où on peut réaliser tous les rêves qu'on a. Et nous, c'est ça ce à quoi on veut répondre avec Scarlett, c'est que peu importe combien vous allez gagner, etc., avec votre retraite, peu importe ce taux de remplacement, qui est de toute façon évidemment inférieur à 1, la certitude, c'est que vous n'avez plus assez d'argent pour financer les rêves que vous avez eus pendant toute votre vie de salarié. Vous avez étudié 20-25 ans, vous avez bossé 40-45 ans, et maintenant, c'est le moment de kiffer. Ça, c'est le parti pris de Scarlett, et c'est la conviction forte qu'on a, et c'est le sujet auquel on veut répondre. Que le système de répartition fonctionne pas, etc., à la limite, c'est pas notre sujet. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui arrivent à la retraite trouvent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et ça, c'est ce à quoi on veut répondre. Les Anglais disent cash poor and asset rich. Et ça, c'est une conviction évidemment très forte, c'est qu'il se... Traduire. Pardon. C'est-à-dire que ton point, parce que tu nous as fait rêver là, donc là on salive et tout, mais vivement 62 maintenant tu vas ans, nous dire comment on va être plus riche. Et donc ils sont tous en train de noter là. Mais toi, ce qui t'intéresse en particulier, ces seniors qui n'ont pas de cash et qui sont assis sur un patrimoine. En gros, je ne sais pas si vous êtes copropriétaire et dans votre conseil syndical, vous avez Madame Michu qui ne veut pas mettre la pompe à chaleur, mais qui a un appart qui vaut 800 000 €. Et donc la question, c'est comment Madame Michu paye la pompe à chaleur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Scarlett ? Donc, encore 2 chiffres, parce que j'ai quand même un tout petit peu de connaissances. 73% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement. Ça fait un chiffre à peu près d'un marché de 3 300 milliards d'euros. C'est l'immobilier détenu par les plus de 60 ans. Donc c'est une poche de cash colossale. Et aujourd'hui, le problème, c'est que pour quelqu'un de plus de 60 ans, cet argent, il est bloqué dans son asset immobilier. Il existe le viager. Et d'ailleurs, en France, on n'a pas de terme global. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils appellent ça equity release. C'est-à-dire que c'est comment débloquer de l'argent qui est dans mon immobilier pour pouvoir, et d'un, profiter de ma vie, et de deux, léguer plus tôt, parce qu'il y a évidemment, quand on parle de viager, démembrement ou pré-viager hypothécaire, il y a un sujet, mais moi je suis un parent dévoué pour mes enfants, je dois laisser quelque chose à mes enfants. L'héritage, c'est très important en France. Mais léguer de sa mort, c'est assez stupide. On va prendre des droits de succession qui sont très élevés, les enfants qui vont récupérer la maison vont prendre des taxes sur la plus-value puisque c'est pas leur résidence principale. Bref, et surtout, il faut comprendre que les enfants, quand leurs parents vont mourir à 95 ans en moyenne, les enfants auront 70 ans. Ça fait 6 ans qu'ils seront à la retraite. Et donc, ils se sont installés dans leur vie de retraité, et ils ont besoin de cette poche de cash, finalement de cet héritage, ils en ont besoin beaucoup plus tôt. Donc Scarlett, pour faire simple, on va nous sensibiliser les plus de 60 ans sur toutes les solutions d'equity release, viager, démembrement, pré-viager hypothécaire. Et derrière, qui va financer ces biens-là ? Aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans tous ces investissements-là. Donc il y a 4 milliards d'euros qui dorment. Vous savez partir il y a 2 gros fonds qui représentent à peu près 2 milliards d'euros, puis après des family office, des CPI, etc. Et c'est de l'argent qui est à destination d'opérations, de viager, démembrement, etc. Et de l'autre côté, vous avez des personnes de plus de 60 ans qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc nous, Scarlett, on va réunir les deux. Et donc on va permettre aux plus de 60 ans de rencontrer ces fonds-là, qui ont énormément de cash à déployer. Et voilà. Et donc t'as pas besoin de faire habiter quelqu'un chez toi, hein, rassure-moi. Non, moi c'est pas mon business model. C'est rester chez vous, dégager et débloquer de l'argent qui est bloqué dans votre immobilier et passer les plus belles années de votre vie, donner à vos enfants et ne soyez à jamais une charge pour vos enfants. Payez l'équipement de votre maison pour être autonome, etc. Et comme tu n'as pas quelqu'un en face, individu, tu risques pas de te faire assainer. Enfin, ouais, non, exactement, c'est un point important. Ça paye les EHPAD. On déshumanise. Et puis les personnes qui sont dans le fond n'ont pas le risque, n'ont pas le risque statistique. Pardon, non, mais tu as raison. capture la discussion parce que j'ai dit à Benjamin tout à l'heure que quand j'étais à Bercy il y a longtemps, j'avais participé à l'écriture du préviager hypothécaire, donc je suis contente de voir qu'on s'en saisit. Il fallait que les taux montent un peu pour que ça réintéresse. Non, je crois qu'on est en train de se faire virer. Non, mais on coupe. Moi, j'ai noté, j'avais 1 heure, il est 17h09.
Donc, du coup, je vais refaire un tour de piste parce que je vous ai promis ça. Thomas, je ne sais pas combien d'argent tu gères, mais tu gères beaucoup de milliards. Vous gérez beaucoup de milliards. Toi, tu gères aussi beaucoup de milliards. Toi, tu as gagné beaucoup d'argent. Toi, tu fais rencontrer... Donc, je veux juste, pour la salle et à titre gracieux, c'est quoi les conseils que vous donneriez pour mieux gérer son épargne à la retraite? C'est quoi les choses qui sont importantes? Et donc, vous en faites 1, 2 chacun. Et vous allez vite, sinon je vais me faire taper. Thomas. Okay, financer l'économie réelle, surtout quand on a un peu de temps devant soi, ça vaut le coup. Et pour aller dans le sens de ce que disait Delphine, il faut faire attention aux préjugés. Parfois, les investissements en actions sont bien plus efficaces comme rempart contre l'inflation que des investissements en taux. Il y a des entreprises qui font des très belles allocations de capital sur le long terme, qui ont créé énormément de valeur. Il y en a plein en France, L'Oréal, etc., pour pas les citer, qui ont créé beaucoup de valeur sur le long terme. Il y a des pays, notamment la Norvège, qui a géré sa manne pétrolière en investissant sur le très long terme dans le financement de l'économie réelle, notamment en prenant des risques sur les actions cotées et puis maintenant non cotées, et qui ont créé une valeur énorme avec ça. A contrario, il y a des obligations sur lesquelles vous avez pu perdre beaucoup d'argent. Il y a l'Autriche qui a émis un papier à 100 ans en 2017. Si vous l'aviez acheté en 2017 et que vous l'aviez gardé jusqu'à aujourd'hui, vous auriez perdu plus de 30%. Et donc, le rempart contre l'inflation n'est pas forcément là où on le croit, et l'investissement dit risqué et parfois fait beaucoup de sens sur le long terme quand on choisit bien là où on le met. Je peux aussi, peut-être Thomas, chez Tikeo, c'est hyper important, le sens, puisque vous êtes très fort sur la transition énergétique, donner du sens à son épargne, c'est-à-dire investir dans des trucs qui font sens, que ce soit des entreprises qu'on aime bien, des projets qu'on aime bien. C'est aussi quelque chose qui, je crois, est important pour tous les acteurs de place aujourd'hui. J'en ai pas parlé rapidement, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une convergence, à mon avis, assez forte entre rendement financier et sens. Je donne juste un exemple. GFunds, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, c'est un accord qui a été signé à la COP26 l'année dernière par toutes les grandes banques, qui disent qu'en 2050, en gros, 2/3 du bilan de toutes les banques qui ont signé ça, c'est-à-dire en gros toutes les grandes banques du monde, doivent être net zéro. Ça veut dire que le financement d'actifs non net zéro par les banques va être beaucoup plus contraint, et que du coup, le coût du capital, le coût de financement de ces actifs non net zéro va augmenter, et est déjà en train d'augmenter, on le voit déjà nous. Et donc de toute façon, à mon avis, on rentre dans un monde de croissance plus faible parce que moins optimisé, mais là où les poches de croissance fortes, en fait, seront sur ces thématiques-là. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une vraie convergence. Bonsoir Xavier. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'aurais tendance à dire, là, nous sommes une nation de propriétaires. Donc, pourquoi les personnes prennent peu de risques? Parce que leur première priorité en termes d'épargne, c'est de devenir propriétaire de leur logement. Or, on sait que d'être propriétaire de son logement, ça peut être parfois un bon calcul économique quand c'est dans une grande ville comme Paris, même si c'est plus tard, même si l'âge d'accession à la propriété de mémoire est passé de 29 ans à 39 ans. Mais quand vous habitez Châtellerault, être propriétaire de son logement, ce n'est pas nécessairement un bon calcul. Parce que le jour où l'entreprise ferme, vous avez beaucoup de mal à vendre votre logement. Donc, le premier élément, c'est... Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que je changeais des mentalités sur l'accession à la propriété par rapport à la résidence principale. Quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, en Allemagne, on devient propriétaire beaucoup plus tard par rapport à la France. Le deuxième élément, mais ça c'est plus la petite pirouette, c'est aller faire une simulation sur le site de la Leisure Group, puis vous verrez ce que vous avez besoin d'épargne en plus. Merci. Benjamin. Moi, évidemment, je suis persuadé que l'immobilier qu'on a mis 40 ans de dur labeur à financer doit être un asset qui doit permettre de financer un complément de retraite et surtout de faire circuler les héritages beaucoup plus tôt. Et donc, évidemment, je reste sur cette position-là. Encore une fois, je ne suis pas un expert, ça fait 4 mois que je suis sur ce sujet-là, qui est absolument passionnant, avec d'énormes choses à faire. Mais l'immobilier, juste un chiffre, en Grande-Bretagne, c'est 80 000 transactions par an, donc de tout ce qui est equity release. En France, on est à moins de 5 000. Donc, il y a un vrai gap d'évolution de mentalité là-dessus. Laurent. Moi, je dirais, faites-vous conseiller, parce que l'univers des placements possibles est énorme, on vient de le voir avec tous mes copanélistes. Et on peut faire ça au petit bonheur la chance, c'est trop sérieux. Donc faites-vous conseiller de manière à pouvoir commencer tôt, investir régulièrement, diversifier. Je parlais de la règle des 3 tiers. 3 tiers qui fait le socle, un tiers qui fait le socle en fonds euros, un tiers en actifs réels qui protège contre l'inflation et qui investit à long terme, et un tiers sur des entreprises et des plus boursières, on va dire. Faites-vous conseiller, commencez tôt, investissez régulièrement pour ne pas être pris dans un système spéculatif, et ne changez pas de pied, ne changez pas de mode. Soyez,
choisissez un conseiller, je peux vous indiquer si certains ont besoin, qui est une vision du long terme. Moi aussi. À qui vous pourrez, et toi aussi, à qui vous pourrez faire confiance à long terme, parce que c'est pas un phénomène de mode, et parce qu'il faut comprendre et se faire expliquer que le livret A n'est pas le produit d'épargne à long terme. Je rajoute, non pas en forme de pirouette, mais quelque chose d'assez surprenant. Investir pour sa retraite, ça fait vivre plus vieux. Et c'est un phénomène d'antisélection à l'envers ou de prophétie autoréalisatrice. Avec le Covid, on a vu que l'étape de mortalité évoluait, que le taux de mortalité en France a augmenté. Chez Generali, nous avons beaucoup de rentiers en cours de service. Nous avons regardé de manière extrêmement précise la mortalité de ces gens-là. Elle n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont des gens qui ont fait l'acte d'épargne à long terme, ont une vision de long terme qui les porte, qui est aussi le résultat de leur constitution. Et ces gens-là ont été beaucoup moins que les autres victimes d'une pandémie. Donc, investissez et épargnez à long terme, ça fait vivre plus vieux. Merci. Delphine. Alors, je vais pouvoir rebondir immédiatement parce qu'il y a un récent baromètre de l'AMF qui montre que ceux qui sont investis en bourse sont plus optimistes, y compris sur les perspectives d'évolution des cours. Alors, c'est peut-être un peu d'autoréalisation. Moi, j'ai déjà donné des conseils tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Il faut investir tôt, régulièrement et longtemps. Sur les marchés actions, il faut diversifier. Évidemment, donc soit on peut le faire parce qu'on a un patrimoine directement, soit on recourt à des produits. Le conseil que je vais donner s'adresse aux entreprises. Je reviens sur l'épargne salariale. Il y a 367 000 entreprises, c'est une progression par rapport à l'an dernier l'an dernier, il y en avait 348 000, donc ça progresse bien, qui ont des dispositifs d'épargne salariale. Pas toujours de l'actionnariat salarié dans l'action de l'entreprise, mais des dispositifs d'épargne salariale. C'est un moment de pédagogie hyper important parce qu'il y a des moments clés. Alors, ce n'est pas tous les mois, mais c'est au moins une fois par an, tous les ans, parce qu'on offre des produits diversifiés, des produits plus actions et autres. Donc, utiliser ça dans l'entreprise, en dialogue avec les salariés, c'est extrêmement important, je pense, pour rendre les choses un peu collectives et passer des messages dans leur propre intérêt. Et puis, je pense que ça valorise les entreprises, même lorsqu'elles n'ont pas d'actionnariat salarié. Je crois que celle-là, c'est vraiment pour sonner la fin. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes.